Il y a toutes ces choses qu'on dit d'habitude sur ces types de rencontres, elles sont toutes vraies et c'est vraiment important pour nous. C'est ce qui est en train de se produire là. Et je ne serai pas long, mais je vais dire deux mots sur la genèse un petit peu de pourquoi d'être ici. J'ai collaboré déjà avec Boile dans ce qui était l'équipe théâtre de l'Opprimé vers 1990 par là. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert que, en dessous de Boile, hein, puisqu'il y avait l'administration à l'époque, etc., cette équipe avait beaucoup d'argent à la banque, il n'avait pas un lieu. Donc, je me suis dit, avec d'autres, hein, que c'était absurde, que c'était de l'argent produit par le Théâtre Forum, des interventions, etc., mais que ça devait être que la banque n'était pas le bon endroit pour ça. C'est là que je commençais à me battre pour trouver quelque chose. Et on a trouvé ces lieux qui n'étaient pas du tout un théâtre, qui étaient un dépôt de meubles, et qui on a eu bien du mal à construire avec toutes les mesures de sécurité, etc. Bon, et puis ouvrir en 96 avec l'Iphigénie, une mise en scène de Boile. Bon, mais commencent alors les divergences. Et c'est bien parce que le conflit à l'âme du théâtre et les divergences étaient l'âme un peu du fonctionnement de la structure. Donc, divergences parce que bon, on m'a proposé d'assumer la responsabilité du lieu, pas de la compagnie, mais du lieu. Et je dis un lieu qui est là, doit servir au théâtre et non à une compagnie, surtout une compagnie qui dit il doit servir au Théâtre Forum. C'est génial le Théâtre Forum, mais ce n'est pas tout. Et donc je me disais, non, bon, à l'époque j'étais bien plus jeune, donc peut-être que la nécessité de faire d'autres jeunes avoir un lieu dans Paris pour pouvoir s'exprimer était forte. Et nous nous sommes un peu battus là et pour imposer que c'était un théâtre ouvert à d'autres compagnies et surtout avec une volonté très grande de recevoir la jeune création, les contemporains, tout le temps en faisant des clins d'œil aux classiques, hein, on n'a rien contre les classiques, bien au contraire, mais recevoir les contemporains, c'est qu'ils se battaient et qu'ils se battent toujours pour que le théâtre ait un avenir, quoi, que le présent puisse continuer à construire l'avenir. Donc, après quelques années, quand j'ai pris la direction de la compagnie du tout, je pus, avec encore un peu plus de liberté, donner une dynamique qui allait vers l'ouverture à beaucoup d'autres troupes, beaucoup d'autres événements. Et c'est ce qui a amené, par exemple, la création du festival Plein Feu sur la jeune création. Collaboration énorme avec l'INSAC à l'époque. Le premier festival était complètement dédié à l'INSAC. C'était 3 compagnies qui se construisaient professionnelles, qui se construisaient à l'intérieur de l'INSAC et qui, aujourd'hui, démontrent que ces gens-là avaient bien raison de faire du théâtre. Il y a plusieurs qui sont très bien situés aujourd'hui, qui continuent l'œuvre. Bon, mais l'INSAC et puis les Lyonnais sont beaucoup approchés et on a eu un acte qui faisait un festival à Lyon et qui a pu faire aussi ici. Donc on a passé 15 jours avec des pièces contemporaines tout le temps, etc., etc. Même l'édition de etc. J'ai pris avec moi ça pour me dire, n'oublie pas de ces gens-là. Voilà. Pourquoi? Parce que, ma mission dans ma vie, ce n'était pas le Théâtre Forum, il est entré parce que c'était nécessaire d'entrer, mais c'était le théâtre tout court, et il a cette volonté que les choses se fassent dans les contemporains aussi. Donc, c'était pour moi une façon de nourrir aussi cette ambition qui était la mienne, pas de faire de fausses tentatives, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Ah oui, les théâtres forum, mais il faut quand même donner un côté artistique. » Oui, sans doute, mais c'est plus large que faire imitation d'un certain type de théâtre
pour dire que les forums puissent être esthétiquement intéressants. Non, il faut aller aux sources des choses. Donc, ce qui fait la compagnie, ce qui fait toute cette équipe qui aujourd'hui anime et fait vivre, c'est de dire cherchons dans les racines, cherchons dans la notion du conflit, cherchons dans les Grecs, cherchons dans les choses plus simples, comment faire du théâtre, mais en écoutant toujours ce qui se dédie à l'écriture vraiment. Parce qu'il y a des gens qui font les 2, 3 choses en même temps, les en scène, l'écriture, jeu, etc. Il y a d'autres qui sont dans l'écriture. Écoutons-le. Écoutons aussi plus large. Irène Sadowska nous a fait pénétrer dans la dramaturgie contemporaine espagnole, la meilleure qui existe, et ces gens qui aujourd'hui sont très connus en Espagne, un peu en Europe. C'est elle qui nous a fait connaître et faire produire ici ces spectacles, etc. Donc on était toujours proche de ce qui est en train de se construire au niveau d'écriture aussi. Même si je refuse l'idée de que, oui, pour un théâtre forum être bien, il faut prendre un écrivain, etc., etc. Peut-être, oui. Mais ce sont deux choses qui ont un chemin ensemble, mais particulier à chacune. L'action du théâtre forum, elle est très destinée à un territoire qui est abandonné en général par les théâtres, abandonné par la culture, etc. Et nous faisons de notre mieux pour enthousiasmer les gens qui viennent faire du forum avec nous à aller au théâtre, à voir des choses, parfois les amener ici. Il y a 2 expériences de Valence et notre des Tours, des troupes qui viennent ici maintenant, qui ont été créées de jeunes des quartiers de Valence et Tours, et qui tous les 2 groupes prennent le rendez-vous pour venir ici, pour connaître un petit peu ce qui se passe le soir avec des spectacles d'autres. Donc on est dans la bataille tout le temps, l'équipe entière du théâtre opprimé, des sections dans l'administration, techniciens qui reçoivent les gens, etc. Et les comédiens qui sont un peu partout, en France et ailleurs. Par exemple, la semaine prochaine, là, ce week-end, on est à Almada avec des groupes de toute l'Europe pour réfléchir sur le théâtre en prison, etc. Donc toute cette activité est nourrie aussi par la présence de ces gens qui se dédient à l'écriture. Or, croiser les chemins de Dominique était extra. Quand Laurent nous a proposé il y a un an de recevoir Dominique pour une interview sur... Je ne veux pas parler de ça parce que c'est large. C'est ce que nous avons fait pendant la période de Covid, essayer d'interviewer avec des gens qui avaient des choses à dire sur des choses particulières chaque semaine différentes de l'autre, chaque mois différent de l'autre. Et c'était aussi l'occasion de lancer des hypothèses, etc. Et puis, toi, Laura, qui a aussi rejoint avec nous, Laura qui était mon élève quand je ne faisais que prof de théâtre, il y a dans une autre vie, et qui elle faisait lycéenne, m'en parlant beaucoup de vous, des EAT. Et voilà. Et donc aujourd'hui, Samuel Clément, c'est se mettre ensemble pour inventer d'autres choses. Avec, pour moi, c'est un souvenir très agréable de quelques midis au rond-point où on oublie que c'était midi, on était enchanté parce que c'était en train de là. Et puis quand on sortait dans la rue, on se rendait compte que c'était 1h30 d'après-midi. On avait la sensation qu'on était dans les rêves beaucoup plus que simplement un midi au rond-point comme d'autres. Donc, allons-y. C'est pas que du rêve, c'est de la réalité à partir de maintenant avec tous ces gens qui, par le biais de IAT, sont en train d'arriver et de certains qui sont avec nous. Je pense à Marceau, par exemple, qui collabore avec nous depuis un moment, et d'autres jeunes qui n'ont pas, jeunes metteurs en scène, jeunes auteurs qui n'ont pas là et qui auront l'occasion peut-être d'échanger, de discuter, de découvrir ce que nous pouvons continuer à faire pour que les théâtres soient vivants. Merci. Merci. À vous tous. Bien, j'ai pas les facilités oratoires de notre hôte. Je suis pas comédien, je suis écrivain, mais j'ai écrit, c'est un peu plus formel. C'est sûrement
moins chaleureux, mais néanmoins, je vais essayer de porter mon propos. D'abord, je tiens à vous remercier et toute l'équipe du Théâtre de l'Opprimé pour votre accueil chaleureux. Et vous précisez ensuite que ce mini-discours s'inspire beaucoup d'une phrase de Cocteau qui m'éclaire, qui a éclairé tout mon parcours théâtral dans Les Mariés de la Tour Eiffel. Il dit « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». Et c'est une phrase qui, en tant que président de notre organisation, les écrivaines et écrivains associés du théâtre, m'incite toujours à l'humilité, et c'est une excellente chose. Les écrivaines et écrivains du théâtre, c'est cette association âgée de 22 ans aux deux objets, contribuer et favoriser la diffusion de l'écriture dramatique contemporaine, d'une part, défendre le droit d'auteur et les droits sociaux des artistes-auteurs, d'autre part. C'est un objet artistique et un objet syndical, deux objets qui parfois s'opposent, il y a parfois un peu de conflit aussi entre ces deux objets, mais qui le plus souvent se complètent pour une seule entité, dans une seule entité, les EAT. Il y a 22 ans, donc l'âge des EAT, j'étais un jeune professionnel qui croyait, et je le crois toujours, que le théâtre européen est cet art intégralement politique, né au cœur de la cité, le Forum, dans les mêmes lieux et à la même époque que la démocratie européenne. Et j'étais déterminé à explorer et éventuellement à dénoncer les décisions politiques émanant de la sphère publique et leurs conséquences dans la sphère privée sur l'émotion et l'intimité des individus. Et donc, forcément, il y a 22 ans, je me suis naturellement intéressé très tôt à la méthode du théâtre de l'opprimé et à son théâtre. En ce qui concerne la situation des autrices et auteurs dramatiques en France en ce moment, tout en restant lucide sur la gravité bien relative de ce sujet par rapport à celle des sujets habituellement traités par le théâtre de l'opprimé, il y aurait peut-être matière effectivement à Théâtre Forum. Plus sérieusement, ce partenariat avec l'opprimé me permet de concilier comme une évidence les deux missions des EAT, et donc je suis vraiment heureux et considère comme un grand honneur de pouvoir associer nos forces grâce à Louis Frati, à Dominique Paquet, à Laura Pellerin, notamment, avec le théâtre de Gustave Boal, qui pour moi est de très longue date un maître dont les écrits m'ont longtemps guidé dans ma pratique théâtrale. Et c'est pourquoi, reprenant cette devise sur le site du Théâtre de l'Opprimé, en la faisant nôtre, à nous, écrivaines et écrivains associés du théâtre, que je conclus mon propos par les mots d'Auguste Boal, être citoyen, ce n'est pas vivre en société, c'est la changer. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. En tant que déléguée générale, je suis ravie de vous retrouver au Théâtre de l'Opprimé. Merci Rui de nous avoir accueillis si spontanément et chaleureusement. C'est merveilleux quand vous téléphonez à quelqu'un qui vous dit « je vous attendais ». Donc c'est la rencontre amoureuse idéale et nous nous sommes rencontrés et ça s'est concrétisé très vite. Et je vois bien que notre président a insisté sur à la fois la question politique qui nous relie et les questions artistiques. Donc je vais vous présenter ces jeudis midi qui vont commencer en septembre. Les jeudis midi sont issus des mardis midi. Les mardis midi, c'est une manifestation qui est née en septembre 2002 au Théâtre du Rond-Point à 12h30, à la salle Montardieu, Tauport, ça dépendait, et qui a été créée par Louise Doutreline, qui a été la deuxième secrétaire générale des écrivains associés du théâtre à l'époque, puisque maintenant nous sommes écrivaines et écrivains associés du théâtre. Et il s'agissait de jeunes compagnies qui mettaient en lecture des auteurs et des autrices, alors soit des auteurs et des autrices qui avaient une compagnie, soit qui étaient lus par des acteurs et des actrices d'une compagnie. Cette manifestation a perduré jusqu'à ce que Jean-Michel Ribes, dans sa volonté de développer le Théâtre du Rond-Point et l'exiguïté de ses locaux, puisque vous savez que c'est un cirque et que quand on circule dans le cirque, on voit que c'est tout petit,
Nous étions logés dans la loge Renaud Barrault. Nous a demandé gentiment de partir. Et Colette Nucci, dans le Théâtre 13, nous a accueillis, Théâtre 13 Jardin ou Théâtre 13 Seine. Nous avons eu aussi un partenariat administratif avec eux à partir de 2013. Louise Outreligne, avec la compagnie Influence Seine, a donc créé ces mardis midi, puis c'est Hameau Découvert avec Michel Cochet qui a repris la production déléguée, et ensuite c'est nous qui l'avons reprise au Théâtre 13. Et puis le Théâtre 13 ayant changé de direction, eh bien nous sommes redevenus nomades, et nous voilà très bien accueillis au Théâtre de l'Opprimé pour ce qui n'est plus le mardi midi, mais les jeudis midi, parce que c'est mieux par rapport à l'implantation des nouvelles compagnies qui viendront. Absolument. Ce n'est pas l'ancien jeudi festif des écoliers de l'après-guerre, hein, non. C'est un jeudi comme tous les autres. Le projet avait un peu changé en arrivant au Théâtre 13, c'est-à-dire que ce n'était plus des lectures, mais des mises en maquette qui étaient faites par les jeunes lauréats du prix du Théâtre 13, prix du public, prix du Théâtre 13, etc. Et en arrivant ici, donc j'ai demandé à Louis, est-ce que les metteurs en scène que tu connais peuvent participer à ces jeudis midi? Il m'a dit, pour une première année, ça va être difficile, donc travaillons autrement. Ce qui fait que, étant donné qu'il y a eu le Covid, nous avons fait appel aux metteurs en scène, aux metteuses en scène et aux auteurs-autrices dont les mardis midi avaient été annulés en raison de la pandémie, et ce sont eux qui vont être, presque tous, programmés sur 22-23. Les autres seront programmés plus tard, parce que ce matin, j'ai reçu un mail d'un metteur en scène qui m'a dit « Je suis tombée malade 3 mois, je ne peux pas participer au jeudi midi, avez-vous encore une place quand même ?» Donc on ne sait pas, peut-être qu'on va en rajouter, on ne sait pas. Voilà, Simon Rambado qui sort d'une grave maladie. Excusez-moi, je pense qu'il y a une certaine informalité, il faut qu'il existe et qu'on essaie de régler les choses d'une façon un peu normale. Ça va dans ton sens, alors c'est bien. Je vais vous présenter la saison brièvement, hein, parce que Lucille Thomas, qui est notre chargée de communication, pourra vous distribuer le programme des mardis midi, hormis l'informalité dont tu viens de parler, mais ça n'est pas grave, nous recommuniquerons. C'est pas grave, c'est juste la date. Et donc, le comité de lecture tout public, présidé par Philippe Sabre, a sélectionné, avec son équipe de lecteurs, des écrivaines et écrivains associés du théâtre, des textes en 2020 et en 2021. Je vais vous parler brièvement de la façon dont le comité de lecture travaille. Pardon, je suis emmêlée dans les papiers. Non, ne les embarrasse pas, parce qu'ils y sont tous, et voilà. Débarrasse pas de ça. Il y a donc un appel à texte sur un temps extrêmement court, une fenêtre de tir extrêmement courte, et l'année dernière, donc, le comité de lecture a lu 220 textes. Il y a 3 tours. Le 4e, c'est le classement de la sélection. 2 lecteurs par texte au premier tour, donc avec un classement. 2 au 2e tour. En 22, il y a eu 3 tours, mais ça c'est pour la saison prochaine. Et tout le monde lit au 3e tour. Une fiche de lecture est établie. Elle n'est pas à suivre à la lettre, mais les rubriques sont là pour que le président qui reçoit les fiches puisse faire un retour aux auteurs et aux autrices qui le demandent. Tout le monde ne le demande pas. La première rubrique, c'est le thème et le résumé. Mais, comme le dit Philippe Sabre, cette fiche de lecture illustre bien cette remarque de Marcel Proust: on n'est jamais lecteur que de soi-même. On se demande en les lisant si on parle bien de la même pièce, n'est-ce pas Marceau, puisqu'on est à Arsénat tous les deux, hein, c'est ce qui nous arrive. Ne sont choisis que les textes qui possèdent une théâtralité, même si la notion de théâtralité est très large. Si le texte est paru intéressant, d'une matière dense,
Mais trop loin d'avoir trouvé son aboutissement, on ne le sélectionne pas. Il y a aussi des encouragements pour des auteurs ou des autrices qui sont en travail et qui pourraient continuer le travail. Et le président les informe de ces encouragements cette année. Donc des demandes de retour, une vingtaine en général. Le président opère une synthèse des fiches, opérant donc des sélections pour ne pas blesser les auteurs et les autrices, parce que quand on reçoit quelquefois des remarques drues, eh bien, ça peut vous conduire à arrêter d'écrire pendant un certain temps. Hein. C'est assez brutal, castrateur, on se remet énormément en question parce que c'est vrai que le texte est vraiment une émanation physique, biologique de l'auteur ou de l'autrice. Les thématiques des dernières années, eh bien, l'immigration vers l'Europe, bien sûr, les guerres, le viol, soit comme arme de guerre, soit dans des contextes professionnels, la description de la folie et aussi des monologues intérieurs entrecoupés de récits, c'est-à-dire du théâtre-récit, mais pas du théâtre-récit forcément dialogué, mais qui peut être aussi monologué, de la narration et du monologue. Une évolution aussi dans la typographie, note Philippe Sabre, des pièces plus fragmentées avec des actions simultanées sur la même page. Voilà, des fragments, des réflexions du comité de lecture tout public, parce que le comité de lecture jeune public sélectionne pour des manifestations comme Textomino qui va avoir lieu cette semaine, les 4 et 5 juin, à 16h au Théâtre du Blou à Colombes, et ce sont des textes spécifiquement jeune public dans le cadre, vous le savez, à partir de demain, du 1er juin, des écritures théâtrales jeunesse. Est-ce que vous avez des questions avant que je commence? Le programme, tout va bien, je suis claire. Donc nous ouvrons le jeudi 22 septembre à 12h30 avec un texte de Claude Mallier, mis en maquette de Flore Grimaud avec Éric Verdun, qui s'intitule « Nécropole intérieure ». C'est un monologue sur un homme qui vient de perdre sa fille Sarah, qui vient de se tuer en voiture. Il s'installe dans une caravane au bordure de la route, à l'endroit où l'accident a lieu. Au départ, il a l'intention de construire un petit monument, une petite chapelle, puisque pour lui, les disparus doivent être honorés à l'endroit où ils sont morts, mais petit à petit, l'obsession s'installe. Le père en deuil bâtit un mur pour protéger la chapelle, puis cette chapelle est transformée en maison destinée à la morte. Les souvenirs s'égrènent, et peu à peu se dévoilent les relations troubles que le père entretenait avec sa fille. Le jeudi 20 octobre à 12h30, Utopie viande d'Alexandre Auréard, mise en maquette de Kamal Rawas. Alexandre, est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Merci d'être là. Tous les auteurs et les autrices ne peuvent pas être là, parce que certains sont à l'étranger, mais tu peux retourner à la chaise, c'est informel. Voilà, Utopie viande. Alors, Alexandre, tu as eu un métier avant d'écrire, hein, c'est ça? Oui. Tu l'as peut-être toujours. Non, je l'ai plus. T'en as plus, parce que les surréalistes avaient fait une enquête. Êtes-vous pour le second métier de l'écrivain? Pas forcément tous les écrivains avaient un second métier. Tu l'as plus. Bravo. Et Utopie viande a reçu le prix EAT tout public. Le texte est édité aux éditions des Signes. Et la mise en maquette est faite par Kamal Rawas, qui est un auteur qui vit en Atlantique, à Nantes, et donc il s'excuse de ne pouvoir être là. Eh bien, tu vas nous parler de cette pièce donc, qui a reçu aussi l'aide à la création d'Arsena et que tu vas monter la saison prochaine, vraisemblablement. Vraisemblablement, oui, à Metz. Alors, Utopie viande avec un slash à l'envers. Un anti-slash, oui. Un anti-slash. Et c'est un peu oxymorique. L'utopie, c'est la dimension idéaliste de l'être humain, le rêve. Et la viande, c'est vraiment le concret de la chair humaine, ou de la chair animale, ou de la chair de la terre. Oui, c'est totalement oxymorique. Enfin, le but, c'était de mettre en opposition, en fait, ces deux choses-là. Cette utopie et ce concret. Alors, ton écriture est appelée. Oui, la pièce, en gros, parle de... C'est une politique, une ministre, qui va annoncer une mesure importante écologique qui est l'interdiction, enfin la taxation très très fortement de la viande.
Et en cela, elle s'oppose en fait à un boucher qui, lui, va perdre son travail à cause de cette mesure. Et en parallèle de ça, le mari de la politique viole la fille au père de cette famille. Et à travers ces destins un peu croisés, j'explore en gros les violences de la société, les systèmes de domination et les systèmes de victimisation, c'est-à-dire qui est une victime, comment on choisit une victime, si on les choisit, et que peuvent faire ces victimes, sans l'aborder du tout de façon théorique. C'est juste j'allais dire une réflexion sur la violence, mais pas du tout, justement un chemin à travers différents types de violences. Et le tout écrit dans ce que moi j'appelle du théâtre récit, mais en fait qui est du théâtre récit qui glisse vers du théâtre incarné et qui revient et qui circule dans cette dramaturgie-là. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Nixon? Vous n'avez pas répondu tu n'as pas répondu sur le métier que tu faisais. Ah oui. Ça m'a titillé, on va dire. Tous. Non, parce que j'essaie de l'oublier, c'est un peu un truc. Non, j'étais ingénieur avant. D'accord. Moi, je ne fais pas du tout ce métier, mais bon, c'était ce que je faisais. Il est vraisemblable que la violence du travail de l'ingénieur a nourri le travail du dramaturge. Oui, alors la violence du travail de l'ingénieur est plus pernicieuse. Pour moi, c'était plus un assèchement de l'âme, mais Oui, mais c'est un texte extrêmement cru, extrêmement brutal, qui démonte les processus de violence à l'intérieur de la société. oui, j'ai voulu travailler totalement sur une sorte de violence, donc du sujet évidemment, mais du coup de l'écriture aussi, qui est très âpre, sans oublier, moi, je trouve important l'humour cruel, le rire en fait qui me met mal à l'aise d'avoir rigolé, en fait, d'avoir ri, qui décale légèrement le regard et qui trouble en fait les endroits où le spectateur se situe. Et voilà, et tout en essayant de mettre quand même une sorte de délicatesse à travers cette violence, toujours, entre la brutalité et la délicatesse. C'est pas forcément facile à trouver comme endroit, mais c'est ce que moi, en tout cas, j'essaie de faire. Merci Alexandre. D'autres questions? On a octobre, merci beaucoup. On a octobre. On a octobre. Alors on est en novembre maintenant. Mais lui, c'est en octobre. Lui, c'est en octobre. C'est en octobre. Maintenant, c'est. Excuse-moi, mais tu peux. Je m'en vais. Voilà, je vais accueillir Patrick Simon, Léa Casade, Gabriel Leroux pour le jeudi 24 novembre à 12h30, Mom de Joy Elmaleh, qui n'a pas pu être là non plus, désolée. C'est comment tu dis? Parce que je note le petit. Mom. Alors, donnez-vous la main, si vous avez peur. Je vais céder d'abord la parole à Patrick Simon, co-directeur du studio JLMB, pour en quelques mots présenter l'école. Et puis, je vous passe la parole par rapport à ce texte que vous allez mettre en maquette. Et la mise en maquette étant au-delà de la lecture, déjà le point de vue d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène, c'est-à-dire peut-être déjà une configuration spatiale, peut-être déjà les débuts, les linéaments d'une bande-son, une direction d'acteur particulière. C'est quelque chose qui est plus étoffé qu'une lecture brute. Alors le studio JLMB, je vais définir les initiales, Jean-Louis Martin Barbaz, à l'origine de ce projet, la suite de l'école du studio théâtre d'Asnières, qui a disparu en tant qu'école. Il ne reste que l'ESCA, l'école supérieure des comédiens par l'alternance, et donc on a recréé cette école qu'on aime appeler une école pas comme les autres. Pourquoi? Parce que c'était une école itinérante. Tu parlais tout à l'heure de l'installation au Théâtre 13. Nous avons eu une installation aussi, un partenariat important avec le Théâtre 13 et puis une nouvelle direction. On a décidé tout à fait autrement. Donc, on a une installation, c'était un tacle, une installation importante au 104
Et puis des partenariats avec divers lieux. C'est-à-dire qu'on est à la fois au Théâtre de Belleville, au Lavoir moderne parisien, au Hublot à Colombes, à l'Échangeur de Bagnolet, au Daniel Sorano à Vincennes, au El Duende à Ivry. Là aussi, tiens, on peut en parler. Hein. Ouais, ben, si tu nous invites à faire partie de la crème de la crème, De là, la crème, de la crème, tu vois, ça y est, on est sauvés. Et donc, il y a en permanence un déplacement pour les acteurs, pour les apprentis qui sont avec nous, qui leur permet de travailler sur des plateaux extrêmement différents, avec des équipes administratives, équipes artistiques également au sein des théâtres. Et ce voyage-là, il est capital. C'est probablement ce qui en fait une école pas comme les autres, avec 20 heures de cours par semaine, et puis de très, très belles aventures professionnalisantes, comme vécu là encore dimanche au El Duende, où on a fait toute une journée ensemble, avec lecture, mise en pli, et cuisine de l'acteur et autres. Voilà. Merci. Et donc, nous avons un partenariat d'écrivaines et écrivains associés du théâtre avec cette école pour les mardis, non, pardon, le prix, excuse-moi, pour les 2 prix EAT, puisque quand nous remettons les prix EAT en décembre, le prix EAT tout public et le prix EAT jeunesse, des fragments des pièces sont lus en public pour faire connaître les textes, et ce sont les éditions du Cygne qui s'occupent de l'édition, puisque les prix consistent en l'édition du texte. Et donc, nous avons élargi ce partenariat cette année au jeudi midi pour une mise en maquette de meubles de Joey Elmaleh. Donc, Joey n'a pas pu venir, il nous demande de l'excuser également, et c'est une pièce sur sa mère. Je lis quelques mots, puis je vous cède la parole. J'ai eu envie de vous parler de ma mère. Nous nous aimions follement et j'étais son spectateur assidu. En grand, elle m'a laissé notre histoire et d'autres moins reluisantes. Je vais les partager comme elles sont, en morceaux, un texte en lambeaux. Alors, Léa et Gabriel, vous vous êtes saisis, vous allez vous saisir de ce texte en lambeaux. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez les recoudre, les laisser de part? Est-ce que cette pièce vous inspire? Enfin, comment est-ce que vous avez déjà commencé à travailler ensemble? Parce que à 4 mains, ce n'est pas facile. Et vous êtes des jeunes élèves du studio JLNB, même si vous êtes en 3e année. Ils ont presque fini. Ils ont presque fini. Ouais, d'accord. Racontez-moi. Alors, c'est les prémices du travail. Non, c'est vrai, c'est-à-dire ce texte est quand même, donc le sous-titre, MEM, 38 lambeaux maternels, vous voyez quand même, c'est un programme déjà. Et en fait, c'est vrai que la forme du texte de Joey Elmaleh, mais c'est vraiment celle du lambeau, ce fragment arraché, puisqu'on a 38 bouts d'histoire qui sont arrachés au passé, à l'oubli, à la disparition. 38 bouts aussi de soi, comme vraiment présentés comme à vif, quoi, dans une espèce de radicalité, de sincérité de la langue, du propos, qui parle qui parle du corps, de la chair, quoi, et du cœur et de la tête. Donc il y a un jeu qui traverse ces 38 morceaux, qui est vraisemblablement celui de l'auteur, mais il nous tend beaucoup de pièges quand même, je trouve. Et ce jeu parle parfois à la première personne, parfois à la deuxième, parfois il prend le rôle de personnage de son récit, notamment les amants de sa mère, il y en a beaucoup. Et face à lui, il y a donc cette Nelly, cette mère qui parfois est nommée maman, parfois meum, parfois ta mère la pute, parfois Cara. Et elle, donc cette mère qui a été emportée par la maladie, et à travers ces 38 fragments, se raconte des bouts de son histoire à elle, qui est quand même
une espèce de monument de force et de fragilité, cette femme, telle que la raconte ce fils. Et donc il y a aussi leur relation à eux qui se raconte dans ces morceaux, ces lambeaux. C'est un récit qui n'est pas chronologique, qui expose complètement ce qu'on pourrait appeler des codes classiques. C'est une phrase qui est dite dans le texte, la chronologie linéaire éclate, tous les temps sont accessibles. En fait, le récit commence après la mort de la mère, et au cours des scènes, des 38 scènes, des 38 lambeaux, on explore différents moments. Des fois, on est dans le présent de l'écriture et du récit, mais des fois, on replonge dans des scènes du passé. Et des fois, c'est préciser la date, avec très précis le jour, le mois, l'année, et des fois, rien du tout. Des fois, on a juste rêve, donc on a des scènes qui sont très différentes les unes des autres. On peut avoir un enchaînement de textos, donc des rêves, ce qui semble être une retranscription d'un audio, d'un enregistrement fait sur une conversation qu'il a eue avec sa mère, des descriptions qui après virent en point de vue sur des descriptions d'une maladie. Et en fait, il y a plein de modalités d'écriture différentes qui se joignent, et c'est ce qui fait quelque chose, ça crée quelque chose d'unique et qui est assez particulier. Est-ce que ça reste discontinu ou est-ce qu'on voit un puzzle se compléter et se terminer? C'est justement toute la question. Et la question pour nous Du travail. quelle cohérence on en tire de ces 38 lambeaux. À aucun moment on a une scène qui est à la suite directe d'une autre, et pourtant quand on voit l'ensemble de ces 38 scènes, on a l'impression d'avoir comme un patchwork, quelque chose qui reste cohérent et qui donne une image quand même, peut-être pas complète, mais un point de vue sur cette mère et sur la relation que le fils entretient avec la mère. Et puis comment parler du deuil, quoi, ou peut-être de son impossibilité vraiment, et comment convoquer la morte aussi. Pour nous, voilà, on a quand même, à la lecture, à la première lecture en tout cas, parce que maintenant on a plusieurs lectures, mais le premier sentiment, il y a quelque chose à la fois d'un très grand cri de celui qui reste, et puis en même temps une déclaration d'amour aussi très grande, et en même temps de colère. Et je crois, pour nous, ce qu'on se disait avec Gabriel, c'est que vraiment, en tout cas, il y a dans l'écriture de Joël Mallet c'est-à-dire, l'écriture permet, il y a ce sentiment-là pour nous, en disant que l'expérience de la souffrance par son écriture est transformée, accède à un espace de liberté en fait et d'invention, constamment de ce que Gabriel décrivait de cette forme qui n'arrête pas de se métamorphoser. Il y a comme ça une joie en fait dans la transformation, l'ouverture des possibles, qui pour nous est un peu, je crois, l'enjeu de comment est-ce qu'on être aussi joueur que lui, quoi, dans la mise en vie de ce texte-là, qui sûrement en tant qu'interprète, je pense, est quelque chose de très, très vivant à apporter, et nous, à la mise en maquette, comment faire vivre ça, quoi. Joie. Est-ce que vous avez des questions? Peut dire comment il définit sa pièce Oui, je dans le peux spectateur. le dire. Autofiction fragmentaire et délirante, la défunte est convoquée. Elle va venir, sous les traits d'une actrice, à travers un vêtement qu'elle aurait porté ou une chanson aimée. Tenez-vous prêt, tenez-vous prête. Il y a quand même une sorte de menace que le fantôme va peut-être faire perdurer. Je ne sais pas. Avez-vous des questions à poser à Léa et à Gabriel? Donc l'interprétation, ce sera, vous faites la en musique, comme vous dites, et vous allez trouver des interprètes que vous connaissez déjà. Délirant. Alors, j'espère. Une interprète, je ne sais pas s'il y a. Mais pour le moment, on ne sait pas combien d'interprètes il y aura, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, vraisemblablement.
En tout cas, ce sera avec des gens du GLM, des élèves. Le GLM du studio. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Jeudi 15 décembre à 12h30, retournement d'Agnès Marietta, mise en maquette de Janice Ksipavka. J'espère que je prononce bien, qui vous demande aussi de l'excuser. Elle est en résidence dans un CDN. Elle ne peut pas être parmi nous. Agnès Marietta, peux-tu nous rejoindre? Alors, Agnès, tu es romancière et dramaturge. Plusieurs de tes pièces ont été créées par ta compagnie, mais aussi tu as écrit des livrets qui ont été également créés, mis en musique. Retournement est une pièce comme celle d'Alexandre qui a reçu l'aide à la création d'Arsena. Retournement, c'est aussi comme Topi Viande sur le plan rhétorique, c'est la péripétie, c'est le retournement de situation. Alors, qu'est-ce que tu retournes dans retournement? Je ne dévoile rien du résumé, je te laisse faire. Qu'est-ce que je retourne? Alors d'abord, de manière très presque littérale, c'est quelqu'un qui retourne, qui revient. Et justement, le retournement, alors voilà, je vais quand même le résumer pour répondre à ta question. Oui, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. En fait, ça se passe dans une famille, on va dire, de banlieue. C'est un couple qui est venu de son pays d'origine. Le pays n'est jamais nommé vraiment. Et le père, au bout d'une douzaine d'années, a décidé de repartir dans son pays. C'est pour ça le retour, on ne sait pas où il se passe, parce que c'est le retour quand il revient, parce qu'il ne se plaisait pas du tout dans cette vie, en fait, dans cette modernité. Enfin, ce n'est pas une question de modernité d'ailleurs, c'est dans cette vie. Et donc il repart dans son pays. Il ne coupe pas avec sa famille, puisque ses enfants viennent, normalement sa femme et ses enfants viennent tous les étés. Il y a un moment où les enfants ne veulent plus venir, enfin, ils ne se sentent pas justement de ce retour, et donc il revient. Donc en fait, il revient et personne ne sait pourquoi. En fait, dans un premier temps, on ne sait pas pourquoi il revient, mais comme il est chez lui, puisque c'est le père, il a sa place et donc on l'accueille comme étant le père chez lui. Et d'ailleurs, dès qu'il est là, c'est lui le chef de la maison, ce qui ne plaît pas à son fils, puisqu'il va grandir, il est devenu en fait l'homme de la maison, et ce qui intrigue beaucoup sa fille. Donc en fait, je vais quand même parler un petit peu de l'histoire de l'écriture de cette histoire, parce que je pense que vu où on est aujourd'hui, j'ai commencé à l'écrire en 2014, après un projet d'action culturelle en prison. Et on m'avait imposé le thème, c'était Désir d'ailleurs, comme ça, en fait, un petit peu, en fait, des fois quand on fait des ateliers d'écriture en prison, on donne des thèmes un peu pour la faire stupide, parce qu'on est en prison, et, enfin bon, bref, je ne vais pas partir sur ce sujet, je pense qu'on n'aurait pas tout à se dire. Bref, donc Désir d'ailleurs et tout, et en fait, la liste des participants était, il y avait tous des noms qui venaient d'ailleurs, donc j'ai tout simplement proposé qu'on parle tous de notre nom. Et moi, mon nom c'est Marietta, mais en fait mon vrai nom c'est Bouchot. Donc, vous voyez, d'ailleurs de Reims en fait. Je suis voilà. Et le monsieur avec lequel j'étais, enfin le musicien avec lequel j'étais, c'était La Maison. Donc tous les deux, on était les seuls à avoir des noms bien de souche, on va dire. Hein. Et tous, ils avaient des noms vraiment de partout. Et en fait, le nom du père. C'était une douleur, enfin, tous les textes qui sont sortis de cette écriture, de ce nom, ça parlait du père, dans le sens, le manque du père, la déception du père, la déception dans les deux sens, soit on a déçu le père, soit on ne le connaît pas, c'est pas le nom de mon père, parce qu'en fait, mon père, je ne sais pas qui c'est. Enfin, voilà. Donc en fait, c'était vraiment la problématique, on va dire, du père. Le nom du père est la problématique. Et c'était assez, c'était une séance qui m'a, enfin, ça fait partie de ces choses. On ne se dit pas, tiens, je vais en faire un truc, hein, ça ne se passe pas comme ça, parce que j'ai vu tellement de trucs en action culturelle, j'en ai vraiment pas
Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, qui les a aussi énormément touchés, parce qu'ils parlaient de leur mère avec zéro problème. Enfin, la daronne, la matriarche, celle qui est toujours là, enfin, c'est très genré, enfin, le discours est très genré pour le coup. Et par contre, le père, voilà, l'absence, l'exil, un père qui reproche, un père voilà, qui parle pas la même langue, voilà, avec le refus aussi parfois de la culture. Et alors j'ai commencé à écrire je dis que c'est en 2014, c'est important parce que c'est avant Charlie Hebdo. Voilà, où je commençais à écrire, on va dire presque innocemment, cette histoire. Et en même temps, ma mère a décidé d'arrêter la chimiothérapie et voilà. Et donc, voilà, de ne pas aller à l'hôpital. Enfin, moi, j'ai vu ça comme un abandon, pour le coup, et j'écrivais des choses sur l'abandon. Et donc, je dis ça parce que quand il y a eu Charlie Hebdo, j'avais fini la pièce, presque, et je l'ai complètement mise dans le tiroir en disant que j'avais zéro légitimité pour écrire ça. Et j'ai toujours un petit problème avec ça d'ailleurs, avec la légitimité de cette histoire. Et malgré tout, j'ai fait partie du comité de lecture des EAT parce que je suis aux EAT et au conseil d'administration des EAT, mais pendant très longtemps, j'ai fait partie du comité de lecture des EAT. Mais j'avais toujours cette pièce parce qu'en fait, du coup, cette histoire d'abandon avec ma mère, enfin, j'ai mis quelque chose, comme tu disais si bien tout à l'heure, j'ai livré quelque chose dans cette pièce qui était bien plus intime que ce sur quoi j'étais partie, c'est-à-dire que la fille, entre-temps, enfin voilà, le père, entre-temps, était devenu un poète, et son exil était devenu une espèce de révolte radicale, mais dans le bon sens, une espèce de radicalité, portée de radicalité, enfin, ça s'est transformé avec ma vie et tout, et donc quand j'ai arrêté de faire partie du comité de lecture, j'ai envoyé ce texte, je l'ai retravaillé, je l'ai envoyé, et le comité de lecture des EAT m'a sélectionné, et du coup je l'ai envoyé à Arsena, sans le comité, enfin sans la validation, on va dire, de mes pairs, j'aurais pas envoyé à Arsena, pas du tout, parce que j'avais ce truc de, voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que d'abord l'action culturelle, enfin, voilà, on traverse effectivement des choses en tant que poète, j'allais dire, parce qu'on soit artiste-interprète ou oui, en tant qu'artiste, on traverse des choses qui nous impriment et qui peut-être nous autorisent un peu quand même aussi à peut-être transporter une parole qui n'est pas forcément la nôtre à la base, mais disons, qui nous aide à prendre des chemins aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas, mais là c'était le cas. Et donc cette histoire de retournement, pour le coup, eh bien je ne sais pas, pour répondre à ta question, parce qu'il y a tellement de retours et de retournements. Dans la première version, la fille retournait avec son... donc la première version, celle-ci, elle ne verra jamais le jour, parce que c'était genre, 2 mois avant Charlie Hebdo, elle mettait le voile et repartait avec son père. Donc celle-ci, parce que, bon, c'était très cohérent dans le parcours de la fille, mais elle a changé, la fille, depuis. Mais c'était impossible de raconter cette histoire, parce qu'en plus, maintenant, je ne dirais pas ça de la même manière. Enfin, voilà. Donc, cette pièce, elle est à la fois moi et à la fois autre chose. Merci, Agnès. J'ai pas très bien compris. Désolée, j'ai beaucoup parlé. L'histoire le texte en soi. Le texte en soi. De quoi ça parle concrètement? Alors c'est une famille en fait. Ouais. Ça se passe dans une fête. Enfin, vraiment tout est en intérieur. Ouais. Et en fait, c'est tout ce que ce retour du père va déclencher dans la famille, à l'intérieur de la famille, de la recomposition. Qu'est-ce que chacun attend? Et puis il y a le problème aussi de la vie. Pas le problème, mais toute la thématique de la biculture, c'est-à-dire le père, quand il revient, il dit maintenant que je suis là, c'est moi le père, c'est moi qui décide. Et donc l'écriture, il y a la voisine aussi, la voisine et l'inspecteur de chantier. Il y a la mère aussi qui a vécu sa vie et qui voit En fait, chacun va réagir et ça va être un petit peu un déclencheur. Chacun va se repositionner. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de vide.
c'était sur sa place. Et le fait qu'il soit là, chacun va se positionner par rapport à lui et peut-être justement trouver sa place, sa réponse quoi, par rapport à je sais pas quoi. Dans quelle mesure est-ce que le travail en milieu carcéral a été infusé dans la parole du père? Alors au départ, c'est vrai que, en fait, au départ, j'avais envie j'étais du côté du fils. Quand j'écrivais, je sentais que j'étais en colère comme le fils. Et plus ça a été, et plus, j'ai pas été du côté d'eux, mais parce que j'avais vraiment, j'avais senti cette rage, enfin, pas cette rage, ce manque. Et plus ça a été, plus, en fait, l'idée c'était vraiment de faire dialoguer justement ce père et ce fils avec des valeurs qui n'arrivent pas à se Malgré. Oui, c'est soit tu es de mon côté, soit tu vis autre chose. Et en fait, c'est ce qu'il disait en milieu carcéral, c'est-à-dire que le père soit mettait la barre trop haute, et donc du coup, c'était comme s'il ne savait pas, il ne pouvait pas, en fait, c'est le truc de l'intergénérationnel, en fait. Et Quand on a des enfants. Culture différente aussi. Oui. C'est ce que vous disiez. Ouais. Okay. Enfin, en fait, c'est beaucoup quand on a des enfants de 15, 20 ans, ils me disent de toute façon, finalement, on ne parle pas le même langage que ses enfants. Même quand on est, même quand on a vécu, même quand on n'a pas. Il y a un moment, il faut s'en rendre compte qu'on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes visions du futur, voilà. Et c'est encore plus clair avec l'exil, avec l'agriculture, je trouve, et avec le milieu carcéral. Parce que là, du coup, il y a ceux qui viennent par gloire, ceux qui ne viennent pas. Enfin, bon, c'est une question de Julien. Excusez-moi, je vais vous poser une question. C'est à quel point, en fait, c'est une part de cette aventure carcérale et aussi une part de votre vie personnelle. Quelle est la part qui va finalement donner la cause? Est-ce que vous avez une façon un peu thérapeutique ou est-ce que c'est vraiment l'histoire de quelqu'un d'autre que vous essayez de mettre En fait, moi je trouve que c'est toute la question d'écriture, ça, parce que après il y aura la mise en scène, en fait. C'est vrai que la théâtralité, moi il y a ma part de ma vie et puis de ce que j'ai fantasmé par rapport à cette expérience en prison, de toute façon tout ça. Et il y aura aussi la part de la mise en scène qui va rajouter encore une. Mais j'ai pas l'impression, une couche. Une interprétation. Ouais, une interprétation. Je pense que ce que ça a révélé, c'était la place de. Oh, je sais pas, j'en sais rien. Je peux pas répondre à cette question. C'est trop intime. Je sais, ouais. Et puis de toute façon, une pièce, on la comprend des années après. Ouais, on la comprend et c'est pour ça que c'est super vraiment qu'on puisse faire ces maquettes et on la comprend aussi avec les autres en fait. Moi je pense que je vais comprendre beaucoup de choses le 15 décembre que je n'ai pas encore compris. J'ai eu une lecture par des élèves de l'ESCA, j'ai compris des choses parce que je vais encore comprendre des choses là. Et merci quoi, parce que vraiment ça c'est fabuleux de comprendre avec vous en fait. C'est ça l'acte dont tu parlais de théâtre. Et la mise en scène, c'est vous aussi ou non? Ah non. Non, Okay. moi je suis pas super. Oui, c'est ça que c'est génial, c'est les couches. Donc là, c'est Janice qui va. Je suis pas du tout. C'est les couches successives qui s'y rajoutent parce que c'est l'interprétation de l'autre et qui va finir par l'interprétation du public, de ce qu'il voit et qui tous les jours est différent. C'est ça la fascination du théâtre. C'est ça. Et je voulais dire que j'avais vu la pièce de Marceau la journée, tout le dimanche. Voilà, je me souviens plus du titre. Noémie et Soraya. Vous avez vu la journée de théâtre? Ouais. Je me suis éclatée. Moi aussi. Ça a été vraiment un. Merci Agnès. « 2023, jeudi 19 janvier à 12h30, Sucré 16, 8 filles de Suzy Bastien, mises en maquette par les apprentis et les apprenties du studio l'ESCA Bagnères, École supérieure de comédiens
par l'alternance. Alors, nous avons maintenu cette mise en maquette. Suzy Bastien nous a quittés en 2021 et nous avons maintenu la maquette parce que nous souhaitions prolonger la vie de cette pièce. Il n'y avait pas de raison que nous ne la mettions pas en maquette. Donc, ce sont les jeunes apprentis du studio d'Anières. 8 filles de 16 ans, 8 monologues, 8 portraits sur le vif et à vif, 8 histoires distinctes qui composent une partie de la psyché de jeunes filles au seuil de l'âge adulte, souvent aux prises avec des questions liées au contrôle, le perdre ou en être obsédé. Chansons, poésie, éclat de vie. Comment se dégager des règles, comment en créer de nouvelles. Portraits de leurs étonnements, leurs éblouissements, leurs écorchures, leurs dérapages, leurs colères. C'est janvier, jeudi 19 janvier. Jeudi 16 février à 12h30, Brouillard de Simon Grandjat, mise en maquette de Éric Verdun, qui s'excuse aussi tous les deux. Simon ne vit pas à Paris et Éric est en tournée. Ils ne peuvent pas être parmi nous. Donc, Jordi est un jeune garçon qui navigue depuis sa petite enfance de services sociaux en famille d'accueil. Il a 16 ans quand la pièce commence. C'est l'automne de sa vie. En 4 mouvements et autant de saisons, la pièce retrace la trajectoire de Jordi. Son nouvel éducateur raconte son enfance à l'occasion d'un entretien avec la mère de Jordi, puis Youssef, son meilleur ami, son copain de bas d'immeuble, de rap, de zone. Quand arrive le printemps, Jordi reprend les rênes de son histoire. De théâtre récit rétrospectif, la scène se fait présente et par-delà l'émancipation envisageable. Inspiré de l'histoire de Jordi Brouillard, jeune Belge décédé en 2016, Brouillard questionne la vie que notre société fait mener aux enfants dont elle est censée assurer la protection. Jeudi 16 mars à 12h30, colline sur le pas de porte de Laetitia Le Rocheron, mise en maquette Laura Pellerin, que j'invite à nous rejoindre. Non, tu ne veux pas. Oh. Mais non, mais en fait, j'ai pas encore. C'est dans longtemps. C'est dans longtemps, oui. J'ai trouvé. Bon, j'ai bien. Bah, viens. Tu veux, je vais la résumer comme ça. Colline ne veut pas. Elle ne veut pas sortir de sa chambre. Papa et maman font tout pour, mais rien n'y fait. Elle ne sait pas pourquoi elle ne veut pas sortir de sa chambre. Papa et maman ne font rien pour l'aider à comprendre. On connaît bien là une certaine attitude des adolescents et des adolescentes. Autour d'elle, la vie d'adulte file trop vite. Colline s'inquiète. Tout ce qu'elle voit lui déplaît. Papa déprime, maman est une machine, le voisin se prend pour le messie. Sa femme se demande quelle place elle a dans le foyer. Et puis il y a Armina, la jeune voisine, la fille aux cheveux violets qui fascine tout le quartier. Pourquoi tu choisis cette pièce, hein? Alors Laetitia ne pouvait pas non plus être là. Pardon. Pourquoi tu choisis cette pièce? Parce que nous avons donc, comme certains metteurs en scène antérieurs ne pouvaient pas, parce que l'emploi du temps, parce que d'autres résidences, etc., nous l'avons confié aux membres, aux metteurs en scène et metteuses en scène du conseil d'administration des écrivaines et des écrivains associés du théâtre qui le souhaitaient. Donc, Laura, trésorière de l'association, et donc membre évidemment du CA. Tu as choisi cette pièce. Qu'est-ce que dans les textes qui étaient proposés, oui. Moi je suis très sensible à la langue, au rythme, aux sonorités, au travail sur le... Ouais, c'est vraiment par rapport au rythme en fait. Il y a quelque chose d'emblée qui m'a interpellée et qui m'a fait me dire ouais, il y a quelque chose à aller trouver du côté d'un côté presque musical, d'un contrepoint musical à trouver là-dessus. Voilà, c'était très instinctif en fait, pas très raisonné comme choix, donc pas forcément très logique, je ne pouvais pas pouvoir le développer, mais je trouvais que ça, oui, qu'il y a quelque chose qui interpelle dans la langue. Mais même par rapport à la pièce que tu as présentée récemment ici, au Théâtre de l'Opprimé, on trouve un écho de l'enfermement aussi et de la tentative de sortir, de communiquer, d'exister. Ah, j'avais pas pensé. J'ai une colle, mais c'est mon métier. C'est des droits de voilà, l'interprétation de l'autre. Oui, moi j'ai trouvé une parenthèse, je trouve un lien, une passerelle avec ce spectacle dont j'ai oublié le nom, le titre. Mais Fragment ex nihilo. Voilà, Fragment ex nihilo. Bah, là aussi, on sent bien qu'il y a quelque chose du ex nihilo dans la chambre, peut-être, qui veut se reconstruire au dehors ou pas.
cette tentative de sortir de soi, de sortir de sa chambre, et le monde ne fait pas, c'est de vivre peut-être au-delà, je ne sais pas. Donc en fait. Mais oui, moi je trouve que tu en parles vachement bien. C'est l'habitude de lire des textes. Hein. Non, et puis il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la possibilité d'avoir une approche en termes de mise en scène, surtout quand on est auteur, enfin autrice, mais auteur aussi, et qu'on est très souvent conduit à monter ses propres textes parce que par nécessité, la plupart du temps, et donc avoir la possibilité d'approcher d'autres univers, d'autres résonances. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Une autre structure déjà établie dans laquelle tu vas délirer, rêver. Je sais que tu es musicienne et donc aussi que tu apportes cette dimension musicale à l'expression de cette frayeur de l'adolescent. Oui. C'est sûr que ça a tout de suite une utilité par rapport à la musique aussi. Ouais. Et enfin peut-être pas, puisqu'on va voir si on rajoute, en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Simon Rabado, qui voudrait bien participer au jeudi midi. Jeudi 13 avril à 12h30, Simon Labrume de Nicolas Girard Michelotti, mise en maquette Marie Brugière et Manon Pochard. Alors, Nicolas Girard Michelotti vit à Lille, il ne peut pas venir non plus, il peut l'en excuser. Il avait déjà été sélectionné par le comité de lecture jeunesse pour Cosmonaute, qui a été lu à l'Escadanière et qui est un très beau texte. Et donc, ce texte-là, Arthur, étudiant journaliste, revient dans la petite ville d'Ortoire où vit sa mère pour enquêter sur les disparitions survenues 20 ans plus tôt lorsqu'il était enfant. Selon lui, ces disparitions auraient été liées à l'explosion d'une centrale nucléaire implantée dans la forêt voisine. Il retrouve une population mutique, affaiblie, ainsi qu'une jeunesse désœuvrée qui dérive sans mémoire ni projet d'avenir. Alors que le dôme qui recouvre la centrale condamnée se fissure, une brume toxique émane de la terre, une brume peuplée de fantômes. Et on sent de nouveau, à partir d'une forme d'apocalypse, des voix vont surgir. Et je dirais que ces dramaturgies de voix, de lambeaux, de fragments, de paroles explosées constituent bien le fond dramaturgique que je ne dirais pas en totalité, mais un certain fond dramaturgique contemporain, à savoir que ce sont des populations, ce sont des personnes qui sont sur des territoires, ce sont des fantômes, ce sont des apparitions, ce sont des voix fragmentées qui témoignent du monde. Ce ne sont plus des chefs, ce ne sont plus forcément des dictateurs ou des héros ou des héroïnes, ce sont des peuples. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment l'horizontalité des personnes accède enfin au théâtre. Alors, accède où c'est le retour du cœur antique, mais en tout cas, la choralité réapparaît de manière forte, et pas seulement dans le théâtre pour adolescents, parce que ce fut, et c'est encore une dramaturgie que les professeurs aiment bien travailler avec des adolescents et des adolescentes, parce que tout le monde est sur scène, mais je dirais que même c'est une nécessité politique de faire entendre les voix. Les voix des gens, entre guillemets, pour reprendre l'expression d'un homme politique bien connu, et qui permet d'aller au-delà du témoignage d'un seul. Et donc je voudrais terminer par Paul Éluard. Bien sûr, il y avait un côté Stahl, mais bon. Nous n'irons plus au but un par un, mais par deux. Nous connaissons par deux, nous nous connaîtrons tous. Nous nous aimerons tous et nos enfants riront de la légende noire où pleure un solitaire. Merci beaucoup d'être là ce matin. Quelle belle performance nous faire vivre ces mondes hétérogènes et avec beaucoup de choses en commun. Donc les voix sont toujours par là. Les voix sont là. Et ça leur permet d'être entendus. longue vie à nos jeudis. Et longue vie à nos jeudis, oui.